Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode 129 de la saison 5. La matrescence, ça te dit quelque chose, ce mot ? Allez, pour faire court, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. No big deal. Depuis 4 ans maintenant, ce podcast s'intéresse aux bouleversements majeurs que peuvent vivre les femmes à leur entrée dans la parentalité. Et tu sais quoi ? La patrescence, ça existe aussi. Donc ce podcast s'adresse à tous les parents, ou non d'ailleurs, qui veulent cheminer ensemble vers un monde meilleur et plus accueillant pour leur enfant. Oui, parce qu'ici, on parle aussi éducation et j'assume complètement aborder des thèmes dits d'éducation bienveillante ou respectueuse. Tous les vendredis, je reçois des spécialistes passionnantes et passionnants pour t'expliquer ce nouveau monde dans lequel tu as mis les pieds. Et au fait, je suis qui moi ? Je suis Clémentine Sarlat. J'ai créé ce podcast à l'arrivée de ma première fille en 2017, le tsunami de ma vie. Et à la base, je suis journaliste dans le sport, à la télé, mais j'aime bien avoir 1000 casquettes, donc tu m'as peut-être déjà aperçue dans ta télé pour parler rugby ou tennis. J'ai 3 filles, assez rapprochées, et j'ai accouché 2 fois à la maison, et ça aussi, ça fait partie de qui je suis. Allez, bienvenue dans ce podcast, let's go. Avant de devenir parent, on ne réfléchit peut-être pas assez à l'impact de l'arrivée d'un enfant pour la vie d'un couple. Devenir parent implique, au final, d'avoir une envie commune pour l'avenir de nos enfants, mais aussi un projet commun pour nous en tant que couple parental. Que se passe-t-il lorsque le couple parental se dissout ? Comment trouver un nouvel équilibre ? Par quoi cela passe ? Qu'est-ce qui est le plus important pour préserver les enfants ? Noémie Kenkin-Sonigo est ancienne avocate en droit des familles. Elle a fondé récemment une application qui s'appelle Team Parents pour aider les familles, quelle que soit leur configuration, à traverser les aléas des épreuves de la vie. Team Parents intervient pour donner des conseils de parentalité et orienter de manière précise, en matière de droit, les parents séparés. Ici, on parle équipe parentale, outils de communication, exercices à faire ensemble et surtout, on essaye de comprendre quelle est la meilleure solution quand il y a un conflit exacerbé. L'épisode est très concret et peut s'écouter même si vous n'êtes pas séparés, puisque l'objectif de Noémie est de redonner du pouvoir aux équipes parentales au sens large. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Noémie. Salut Clémentine. Je suis très contente que tu sois là parce que tu as quand même fait, je le note, 1h30 de transport en commun pour venir me voir dans une chambre d'hôtel parisienne pendant que je suis en train de travailler à Roland-Garros. Donc merci beaucoup. Merci à toi de me recevoir. Je suis très contente d'être là. Alors, je l'aurais dit dans l'intro, mais tu es avocate spécialiste en droit de la famille, mais tu n'es plus que avocate spécialiste en droit de la famille maintenant parce que tu as fondé une application et tout un programme et un site qui s'appelle Team Parents. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as fondé ça ? Exactement. Alors, j'exerce plus en tant qu'avocate. On dit que j'ai raccroché la robe, c'est l'expression consacrée en 2019. Effectivement, j'ai exercé en droit de la famille pendant 12 ans. Donc vraiment des séparations, des divorces, des problèmes relatifs à la parentalité, plein d'autres choses. Et puis j'étais aussi avocat partenaire d'une association de parents LGBT. Donc j'ai accompagné plein de familles à travers le prisme vraiment juridique et judiciaire pendant 12 ans. Et j'ai développé une espèce de frustration de la dégradation du système judiciaire, clairement, qui se déshumanise, qui se paupérise. Et donc, du fait que ce système judiciaire, il soutient pas les familles, il accompagne pas les familles. Et en fait, moi, en devenant avocate en droit de la famille, c'est ça que je voulais faire. C'était soutenir les gens, soutenir les parents dans la difficulté d'être parents et face au challenge de la vie de famille, les ruptures, etc. Et donc, en fait, en étant avocate, même si c'est un métier socialement valorisé, etc., en fait, je faisais pas ce que je voulais faire. Donc, j'ai arrêté de le faire. Et donc, en 2019, j'ai raccroché la robe. Je me suis reformée. J'ai bossé dans des startups dans le digital et je suis retournée à la fac pour me former sur la psychologie de la parentalité. J'ai fait un diplôme universitaire et j'ai fondé Team Parents. Alors, Team Parents, initialement, c'était une association qui accompagnait les parents avec des ateliers, des groupes de parole, et j'accompagnais à travers des programmes de coaching des parents séparés ou pas d'ailleurs, autour de la thématique de l'équipe parentale. Et donc pour constituer ou reconstituer une équipe parentale unie, sereine et puis fonctionnelle autour des enfants, quelles que soient les montagnes russes du couple.
Est-ce qu'on est ensemble, pas ensemble, et les difficultés émotionnelles du couple, parce que je trouve que c'est un truc qui manque beaucoup. En France, il y a beaucoup de programmes comme ça qui sont développés, par exemple au Canada, il y a du coaching coparental, etc. Il y a peu de choses comme ça en France. Il y a d'autres dispositifs, la thérapie familiale, la médiation familiale, on en parlera. Mais moi, j'ai fait ça un petit peu. Je le fais toujours, mais très peu. J'accompagne très, très peu de familles. Et par ailleurs, depuis décembre 2022, j'ai créé avec mon associé qui est développeur, qui s'appelle François Xavier, une application qui est une application de soutien aux parents séparés et sur laquelle il y a des outils de vulgarisation juridique, des fiches pratiques, des podcasts, etc. Plein de ressources en matière de parentalité et des avocats et des experts à consulter en visio. L'idée, c'est que, en fait, moi, ça fait 15 ans que j'accompagne les familles dans la difficulté, dans des moments de fragilité. Et depuis 15 ans, toutes les semaines, je suis contactée par des gens de mon réseau ou du réseau de mon réseau. Hier, c'était la meilleure amie d'une copine. Avant-hier, c'était une copine d'enfance de quelqu'un de ma famille, qui font face à un drame familial, une séparation, une rupture, etc. et qui ne savent pas où trouver des infos, par quoi commencer. En plus, il y a la charge émotionnelle de tout ce qui se passe quand ton monde se renverse du jour au lendemain. J'ai voulu proposer un outil pour tous ces parents-là, et ils sont nombreux, qui traversent ces périodes-là, et d'avoir dans la poche quelque chose de rassurant, avec de l'information accessible, des professionnels qui sont référencés, et qui sont, moi c'est que des gens avec lesquels je travaille vraiment, et qui sont de confiance, etc. Voilà, j'ai une réponse un peu longue à cette question. Première question. C'est hyper intéressant. Si on rentre droit dans le sujet, comment est-ce que toi tu définirais une équipe parentale ? Alors, moi, la manière dont j'aborde les choses, alors, dans le milieu judiciaire, on parle souvent de le couple amoureux, le couple parental, et on dit c'est pas parce qu'on n'est plus un couple amoureux qu'on n'est plus un couple parental. Moi, j'aime pas cette expression de couple parental parce qu'il y a le mot couple et que ça renvoie justement à l'émotionnel, aux sentiments, etc. Moi, j'aime bien travailler autour de l'équipe parentale parce qu'il y a beaucoup de parallèles à faire avec une équipe professionnelle, par exemple. Quand on regarde, qui a des objectifs. Quand on regarde la définition d'une équipe, sur Wikipédia ou dans le Larousse, c'est un groupe de personnes devant accomplir une tâche commune. Donc l'équipe parentale, c'est les adultes, donc un groupe de personnes qui peut être 2 ou plus, et on pourra en parler plus tard, qui doivent accomplir une tâche commune qui est élever un enfant, l'accompagner, faire en sorte qu'il soit bien dans ses baskets et qu'il ait une jolie vie, quoi qu'il se passe dans les relations interpersonnelles entre les adultes. Et il y a plein de recherches dans les pays anglo-saxons qui portent sur l'importance de cette équipe parentale, sur l'impact que ça a sur les enfants et l'avenir des enfants, etc. Il y a souvent beaucoup de choses stigmatisantes sur les parents séparés, les parents solos, etc. En fait, quand on regarde la recherche, il y a beaucoup de recherches sur le développement des enfants, par exemple, qui montrent que c'est moins l'histoire de la famille et la séparation, ou même le mode de garde qui a un impact sur le développement des enfants, que le niveau de conflictualité entre les parents. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que, en fait, ça se travaille. Quelle que soit l'histoire de la famille, quelle que soit la composition de la famille, en fait, ça se travaille. Et même quand on a quelqu'un en face de difficile ou qui ne veut pas travailler cette question-là, en fait, soit on peut le travailler, soit même il y a des outils et on peut le travailler. Et donc, c'est l'angle d'accompagnement que je trouve très intéressant et sous-exploité en France. Oui, cette notion d'équipe, de faire en sorte qu'on ait un but commun, c'est l'intérêt des enfants, peu importe nos relations adultes en dehors. Exactement. Mais qu'on arrive à se retrouver sur ce socle commun qui sont les enfants, d'arriver à effacer toute la charge émotionnelle, c'est possible ? Alors, c'est pas effacer parce qu'elle est là et qu'elle est importante et qu'elle peut être mouvante. C'est-à-dire qu'on peut être en couple et il peut y avoir des moments où ça va et ça va moins, où ça va mieux. On peut se séparer, on peut se remettre ensemble. On peut se séparer et avoir une relation apaisée entre ex et puis d'un seul coup, il y a un nouveau conjoint qui arrive et ça change les frontières. Il peut survenir, je sais pas, un événement dans la vie des enfants qui va fragiliser tout le monde et remettre en question à nouveau les relations parentales. Donc, non, la fragilité dans la relation entre parents, elle existe, et puis les sentiments, ils sont là, etc. La faire disparaître, on ne peut pas, et puis je suis même pas sûre que ce soit souhaitable, mais c'est en tout cas la gérer. C'est apprendre à gérer. Apprendre à gérer. Le travail des parents, apprendre à gérer ses propres émotions. Exactement, ses propres émotions et ses relations avec l'autre. Déjà soi-même, c'est compliqué de se gérer soi-même, mais gérer l'autre, gérer les relations à l'autre, etc. Alors, où est-ce que vous avez le plus de demandes quand les gens viennent sur votre application ? Alors, on a des gens partout en France qui téléchargent l'application et on a même des gens à l'étranger
J'ai vu qu'il y a des gens aux États-Unis, en Israël, en Corée, j'ai vu, en Asie. Alors, j'imagine que c'est une application qui est en français et c'est du droit français qui est proposé dessus. Donc, c'est vraiment une application française pour l'instant. Donc, c'est probablement des gens qui sont en expatriation. D'ailleurs, je sais, pour avoir échangé avec une des utilisatrices, qu'il y a des gens en expat qui se renseignent en téléchargeant l'application. Donc voilà, c'est des gens d'un peu partout. Après, c'était pas forcément, pardon, je me suis mal exprimée, géographiquement, mais plus dans quel domaine ils viennent solliciter vos conseils le plus? C'est autour des enfants, la plupart du temps. La plupart du temps, c'est sur la communication entre parents, c'est sur des modalités d'organisation. Quand on se sépare, il faut réinventer toute la vie. Il faut réinventer la manière dont on se parle, il faut réinventer comment on organise des vacances, des fêtes de famille, etc. C'est beaucoup autour de ces questions-là. Et c'est aussi pas mal autour de questions financières qui sont parfois limitantes. Et les deux sont un peu des vases communicants, en fait. Quand on a des moyens illimités, on ne se prend pas la tête sur les mêmes choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de questions, mais ce n'est pas les mêmes, en tout cas. Donc voilà, par exemple, hier, j'ai eu un utilisateur, parce qu'on commence aussi à avoir des papas, dont les enfants habitent en province et qui ne veulent pas prendre le train pour venir le voir dans sa ville à lui. Mais le jugement prévoit ça. Le jugement prévoit que c'est aux enfants de prendre le train pour venir le voir. C'est des ados, ils ont un blocage là-dessus. Bon, comment débloquer ça et comment ne pas perdre des mois et des mois de relation avec ses enfants qui peuvent lui porter préjudice et porter préjudice à ses enfants. Voilà, c'est ce genre de questions. Et puis il y a d'autres, on a pas mal sur l'application de très jeunes mamans avec des très jeunes enfants et qui se séparent, soit qui n'ont jamais vraiment été en couple, soit qui se séparent pendant la grossesse ou avec un très jeune enfant. Et ça, on rajoute la séparation au postpartum. C'est pas facile et ça demande pas mal de soutien et c'est des mamans qui peuvent être parfois encore plus seules que n'importe quelle maman qui se sépare. Est-ce qu'il y a aussi beaucoup de gens, parce que là c'est vraiment ton domaine, qui viennent solliciter des conseils juridiques parce que on n'a pas d'éducation clairement autour du droit de la famille. Ouais. On ne sait pas trop ce que sont nos droits et se pose la question au moment d'une séparation de savoir qui a le droit de quoi, comment. Est-ce qu'on sollicite un JAF? Donc un JAF, c'est au juge aux affaires familiales. Est-ce qu'il faut un avocat ou une avocate? Enfin, comment ça se passe? Ça, tu as des questions très fréquentes? Énormément. On a proposé pas mal de... C'est des ateliers gratuits qu'on faisait, il y en a encore un en juin, qui sont des ateliers en fait de Q&A où on vient et on pose ses questions et il y a des réponses rapides. Et puis après, il y a des vraies consultations d'avocats sur l'application et c'est vraiment des questions juridiques. Et effectivement, c'est un vrai sujet. Moi, je compare ça à la maladie et au système hospitalier. En fait, quand on n'est pas médecin et qu'on a un proche malade ou que soi-même on est malade, on est face à un espèce de système, une machinerie énorme qui nous dépasse, avec des enjeux où on ne sait pas quelle stratégie aborder, comment se protéger, est-ce qu'on a pris le bon chemin ou est-ce qu'il y aurait d'autres chemins possibles, etc. En droit de la famille, c'est pareil. On a l'institution judiciaire face à nous qui paraît être une montagne. On ne sait pas ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on a le droit de faire, etc. Et donc, voilà, l'idée, c'est d'apporter des premières réponses grâce au contenu et grâce aux consultations. Et donc, alors, si on prend le B à bas, imaginons un cas de figure, on se sépare, mais on n'est pas marié et on a des enfants. Ouais. Qu'est-ce qu'on a le droit, pas le droit de faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Au départ de cette question, il y a la notion d'autorité parentale conjointe qu'il faut définir. Alors, l'autorité parentale, c'est quoi? C'est les droits et les devoirs qui appartiennent aux parents pour l'éducation des enfants et qui ont pour but l'intérêt et l'éducation, le développement des enfants. Dans la grande majorité des cas, cette autorité parentale, elle appartient aux deux parents si les deux parents ont reconnu l'enfant avant le premier anniversaire de l'enfant. Donc, c'est statistiquement la plus grande part des enfants, ils ont deux parents qui ont l'autorité parentale. C'est pas le cas quand il y a un parent qui n'a pas reconnu l'enfant ou qui l'a reconnu plus tard que c'est 1 an, et à ce moment-là, il va falloir qu'un juge lui donne l'autorité parentale. Ou alors, quand il y a un parent qui a été reconnu comme étant dangereux et on lui a retiré l'exercice de l'autorité parentale, ça c'est un autre sujet. Mais dans la plupart des cas, c'est l'autorité parentale conjointe et c'est une espèce de co-gestion des enfants. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en principe, à la base, juridiquement, les deux parents, ils ont exactement les mêmes droits et les mêmes devoirs sur les enfants. Quand bien même avant la séparation, c'est pas toujours, c'est toujours le même qui fait les choses, ou la charge mentale elle est pas répartie de manière égalitaire, etc. Et ben en réalité, les droits et les devoirs sont les mêmes chez les deux parents. Et ensuite, comment ça fonctionne? Quand on n'a pas été marié, on n'est pas obligé de passer devant un juge. On peut s'organiser à l'amiable et puis organiser un planning comme on veut avec les enfants. On recommande toujours de le faire quand même. De passer devant un juge.
ne serait-ce que pour ce qu'on appelle homologuer un accord. C'est-à-dire qu'on peut trouver un accord, rédiger un espèce de contrat qui se rappelle, c'est une convention parentale. Et là, on n'a pas besoin d'avocat ou d'avocate ? On n'a pas nécessairement besoin d'avocat. Et on peut demander au juge d'homologuer cet accord. Et du coup, cet accord va avoir la force d'une décision de justice comme d'un jugement. Et c'est protecteur pourquoi ? Parce que s'il y en a un qui change d'avis, s'il y en a un qui veut, si on a convenu une pension et que d'un seul coup, la personne qui est censée la payer ne veut plus la payer, etc., et cette convention qui aura la force d'un jugement, elle va venir protéger l'un et l'autre d'ailleurs. C'est la plupart du temps ce qu'on recommande. Après, il y a des tas de gens qui se séparent, qui s'organisent à l'amiable sans jamais voir un avocat, sans jamais voir un juge pendant 20 ans, et ça se passe bien. Moi, j'ai forcément un biais, parce que moi, on vient me voir plutôt quand ça se passe pas très bien ou qu'on a besoin de soutien. Mais j'ai toujours tendance, même quand c'est à l'amiable, à penser que mieux on est informé, mieux on est soutenu, et plus on va trouver un accord qui sera un vrai accord, qui sera vraiment serein, long terme, ancré dans la réalité, et qui va pouvoir durer et être stable autour des enfants. Donc voilà. Donc quand on se sépare, mon premier conseil, c'est prendre un conseil. Voilà, donc il y a l'application, mais il y a des avocats, vous pouvez avoir un proche, il y a des associations qui font des consultations gratuites, il y a des CIDFF, c'est des associations d'accès au droit, quasiment dans toutes les villes, il y a des permanences. Donc allez chercher l'information, renseignez-vous sur vos droits, sur quelqu'un qui s'assoit avec vous en réel ou en visio et qui répond à vos questions, et ensuite essayez effectivement de trouver un accord pour organiser les choses. Donc il y a l'histoire du planning, où est-ce qu'on, concrètement, il va falloir décider où est-ce qu'on vit, comment on organise la vie des enfants. Est-ce qu'on est sur une résidence alternée ? Est-ce qu'il y a une résidence principale chez un des parents et l'autre parent voit les enfants le week-end, les mercredis, les vacances ? Tout est possible en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on va être à l'amiable et plus on va pouvoir dessiner un planning pour les enfants, vraiment de la dentelle qui va être adaptée à chaque enfant, à chaque fratrie, à chaque famille. Et plus on va passer en contentieux, plus ça va être la guerre, plus on va passer devant le juge, et plus le juge, en fait, les magistrats, ils n'ont pas le temps. Ils sont extrêmement chargés, et donc ils vont appliquer des schémas un peu plus classiques, typiques, et donc on va cocher la case, soit résidence alternée une semaine, soit dans la plupart des cas, parce que la résidence alternée, c'est encore très rare, soit dans la plupart des cas, une résidence principale, et puis le papa, il aura, je schématise, mais c'est quand même encore la plus grande part des familles séparées, un week-end sur 2 et un mercredi sur 2 et la moitié des vacances. Voilà. Si on veut aller au-delà et qu'on veut quelque chose de plus précis, si on veut, j'en sais rien, parce qu'il y a un des enfants qui a une activité extrascolaire qui est plutôt en lien avec un des deux parents et que ce parent veut l'y accompagner toutes les semaines, et donc ça nécessite de se parler, de constituer une équipe parentale vraiment sereine avec un canal de communication viable pour arriver à ce niveau de détail autour des enfants. Est-ce que, là on a parlé concrètement d'un cas quand on n'est pas marié, est-ce que quand on est marié, ça change quelque chose dans la séparation ? Oui, pas de la même manière. Il y a des gens qui restent mariés en étant séparés de facto, sans jamais voir un avocat, un juge ou personne, et qui s'organisent comme ça. Mais encore une fois, je le recommande encore moins parce qu'il y a des enjeux juridiques, financiers, etc., où il faut se protéger, il faut comprendre ou alors, si on le décide, c'est en pleine connaissance de cause, donc après avoir de toute façon vu un professionnel qui vous informe de vos droits. La grande différence qu'il y a entre quand on se sépare quand on est marié et quand on se sépare quand on ne l'est pas, c'est que c'est pas du tout la même procédure. Le recours à un avocat est obligatoire pour chaque époux, y compris quand c'est à l'amiable. Donc on est obligé de prendre un avocat et la procédure est structurée un peu de manière différente. C'est-à-dire qu'on dit que c'est une procédure écrite, c'est-à-dire que tous les arguments doivent être portés par un avocat dans un dossier écrit, alors que quand on est dans le cas d'un couple non marié qui se sépare, ça s'appelle une procédure orale. Et donc théoriquement, on peut plaider simplement sur l'oralité et ce qu'on va venir dire à l'audience. Je schématise le trait, mais la plus grosse différence, c'est que quand on divorce, on doit prendre un avocat. Les deux époux doivent prendre un avocat. Voilà. Mais quelque part, ça permet... Alors oui, ça coûte cher et c'est plus lourd, mais ça permet de se protéger et d'être plus informé de ses droits, d'avoir un professionnel à ses côtés qui vous soutient, etc. Et j'ai regardé sur ton compte Instagram, à un moment tu mets un chiffre, tu dis qu'en moyenne, enfin c'est pas toi, hein, c'est la moyenne, c'est 28 mois, je crois, la procédure de divorce. Ouais. Pourquoi c'est si long ?
Alors, c'est un chiffre qui c'est vient une moyenne, du ministère de la Justice. Hein. Oui. Donc, ça veut dire que pour une moyenne, c'est une moyenne longue. Alors en fait, la procédure de divorce, elle se déroule en 2 étapes. Il y a d'abord il y a une réforme qui l'a changée dans le but de l'accélérer. On n'en voit pas encore vraiment les fruits aujourd'hui. Mais il y a 2 étapes. Il y a d'abord une première décision qui va fixer ce qu'on appelle les mesures provisoires. Et donc c'est ce qui va organiser la famille pendant la procédure de divorce. Et donc pour arriver à cette décision pour les mesures provisoires, le temps de déposer le dossier, d'être ce qu'on appelle audiencé, c'est-à-dire d'avoir une date d'audience, etc., selon les tribunaux, ça peut prendre entre 4 et 6, 8 mois parfois. Et ensuite, il y a la vraie, entre guillemets, procédure de divorce qui se déroule avec les enjeux définitifs du divorce, éventuellement la prestation compensatoire, on peut reparler des mesures sur les enfants, etc. Et ça prend encore énormément de temps. Et il peut y avoir des incidents d'audience, des reports, un magistrat qui est malade et du coup, ces dossiers sont reportés. Mais c'est très bête, mais il y a eu un tribunal en banlieue parisienne pendant une période où, en fait, sur les 4 JAF, il y en avait un qui était en congé maternité, il y en a un qui est parti à la retraite et un qui a été en congé maladie parce que, en fait, vu la charge de travail, c'était très difficile. En fait, matériellement, la charge de dossier reposait plus que sur un seul juge pendant quelques mois. En fait, ça marche pas, ça fonctionne pas. Il y a un goulot d'étranglement et donc toutes les procédures sont matériellement ralenties. Et sans parler du Covid, où en fait, ça a ralenti toutes les procédures. On sait tous ce qui s'est passé pendant ces mois-là, où on a priorisé les procédures dites urgentes, où il y avait vraiment un danger de vie ou de mort, et donc ça a ralenti tout le reste. Si on reste sur les chiffres, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des chiffres des séparations en France ? Ça représente quoi pour les enfants, pour les parents ? On parle de quoi aujourd'hui en 2023 ? Alors, pour schématiser un petit peu, il y a 8 millions de familles avec enfants mineurs en France, à peu près. Et il y en a un quart qui sont séparés. Environ 4 millions d'enfants dont les parents sont séparés. Et sur ces 4 millions-là, il y en a environ 12% qui sont en résidence alternée. Oui, c'est peu. Donc en fait, c'est très peu. C'est peu. On en parle beaucoup et on a l'impression que c'est devenu quelque chose d'hyper répandu, hyper anodin. En fait, c'est très peu et ça progresse très lentement. Et c'est souvent des familles citadines, CSP+, etc. C'est très marqué au niveau social, l'accès à la résidence alternée. J'ai pas une explication, je pense que c'est plein de phénomènes qui convergent vers ça, mais je pense qu'en fait, déjà il y a un premier truc qui est que c'est pas le schéma typique. Le schéma typique, c'est les enfants sont chez maman et on est presque à 80% de cas dans lesquels c'est le cas, et les enfants sont chez maman et papa les voit un week-end sur 2. C'est encore beaucoup ça le schéma le plus répandu. Et donc pour sortir des sentiers battus, il faut être un peu plus inventif, avoir un peu plus de temps à consacrer à la réflexion. Donc des moyens. Donc des moyens. Être conseillé, être accompagné, donc des moyens. Autre chose, souvent la résidence alternée concerne des publics où la maman travaille et a une carrière professionnelle importante. Et donc, c'est des familles qui ont plus de moyens parce que de salaire. Donc voilà, c'est plusieurs phénomènes qui convergent vers ça. Mais effectivement, c'est encore très peu répandu. Et alors pourquoi est-ce que parce que là, je te pose la question, pourquoi ce sont plus des CSP+, qui font la garde alternée, et pourquoi il y a seulement 12%? C'est à cause de l'âge des enfants? C'est à cause de... Le pic de résidence alternée, c'est plutôt entre 6 et 12 ans. Avant 6 ans, il y a des débats éthiques en sciences de développement de l'enfant, etc., sur le fait que il y a pas de réponse scientifique. Il y a certains professionnels qui considèrent que c'est moins bien pour les enfants parce qu'ils n'ont pas une maison. En réalité, moi, je pense que c'est surtout multifactoriel et que mieux les parents sont dans leur pompe, mieux sont les enfants. Donc ça, c'est ma réponse à moi, qui n'est pas du tout scientifique, mais qui est vraiment de terrain. Mais effectivement, il y a ce débat-là. Et puis, c'est l'idée de dire qu'avant 6 ans, il n'y a pas de résidence alternée est très, 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 très répandue dans la magistrature. Parce qu'il y a eu certains écrits de scientifiques, de pédopsychiatres qui ont marqué. Et du coup, voilà, c'est un discours ils ont besoin d'avoir des grilles d'analyse un peu simples parce qu'ils ne peuvent pas passer un temps infini sur chaque dossier. À comprendre exactement le schéma familial, les besoins de chaque exactement. enfant. Et c'est dommage parce que... dans le contentieux, ils ne peuvent pas. Mine de rien, c'est tellement important parce que chaque famille est différente. J'ai lu une étude il n'y a pas très longtemps sur les sources d'inégalité dans le système judiciaire. Et une des conclusions, c'était de dire que plus les magistrats ont de temps à consacrer
à chaque dossier, et plus ils ont la capacité de réduire les inégalités. Et moins ils ont de temps à consacrer à chaque dossier. Plus ils en créent. Et plus ils contribuent à ces inégalités. Et c'est pas de la faute individuelle des magistrats, c'est la faute du système et du manque de moyens. Parce qu'en fait, comme ils n'ont pas de temps et pas la capacité de réfléchir exactement ce que tu disais à chaque famille, chaque enfant, chaque parent, d'essayer de comprendre ce qui se passe dans chaque famille, ils appliquent des schémas classiques, ils vont au plus simple, à ce qu'ils connaissent, ce qui fonctionne pas trop mal, ce qu'ils ont fait dans les autres dossiers, et puis point. Donc voilà. Ça me fait toujours penser à ça quand même sur la garde alternée et pourquoi pas avant 6 ans et tout ça. Est-ce qu'aussi on ne considère pas dans notre société que tout revient à la mère de 0 à 6 ans? Il y a beaucoup ça. Voilà, il y a beaucoup ça. Parce que c'est, comme tu dis, c'est 80% des mères, enfin des femmes qui ont... En fait, je crois qu'il y a plus de progression de la résidence chez les pères que de la résidence alternée, que ça progresse plus vite en réalité. La résidence alternée... on parlait des jeunes enfants et les ados, juste pour revenir là-dessus, en fait, souvent, c'est les ados qui ne veulent pas. J'avais lu une étude qui explique qu'ils n'aiment pas du tout changer de maison à l'adolescence. C'est pour ça que tu parles de 6-12 pour la garde alternée, parce que c'est l'âge où ça pose moins de problèmes. C'est l'âge où ça fonctionne le mieux, etc. Mais à l'adolescence, là, on est plus sur... ça grince un petit peu plus. Ils aiment bien avoir leur confort et faire moins de yo-yo entre les maisons des parents. Mais après, il y a aussi des situations dans lesquelles ça fonctionne très bien. Et encore une fois, c'est fonction de chaque situation, quoi. Alors, si on parle d'un autre chiffre qui interpelle tout autant, c'est le fait que les femmes, lors d'une séparation, perdent 20% de leur revenu ou pouvoir d'achat. Train de vie. Train de vie, voilà. Ouais. Pourquoi ? Alors, pour plein de raisons. D'abord, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pas la séparation qui allume ou qui éteint un interrupteur train de vie. En fait, la séparation, c'est la résultante d'une situation qu'on a construite depuis bien souvent des années. On sait que la maternité la parentalité impose chez les femmes un décrochage de carrière beaucoup plus important que chez les hommes. Et donc, une fois qu'on est séparés et que dans 80% des cas, on a en plus la responsabilité solo des enfants, c'est une espèce de double peine. C'est-à-dire que non seulement on a ralenti notre carrière, mais en plus on a la responsabilité seule de ses enfants. Donc on a encore plus de freins à la carrière parce qu'on a moins de relais. C'est prouvé que la monoparentalité... Appauvrie. Appauvrie, mais encore plus que ça, c'est un facteur de risque en termes d'accès, mais aussi de maintien dans l'emploi. Parce que le manque de soutien et l'isolement des mamans solo, ça accentue le stress, le burn-out parental, les difficultés d'accès à du soutien, et que ça pèse nécessairement sur la carrière professionnelle. Donc il y a toute cette dimension vraiment carrière professionnelle qui est alourdie par la maternité. Et franchement, la réduction des inégalités prend un temps infini. Et on sait d'ailleurs pas que on n'est pas des notre génération de toute façon. Ça sera pas pour nous. Et on n'est d'ailleurs pas certain que ça n'aille que dans un sens. Le chemin, il n'est pas tout droit. Hein. Et ensuite, il y a une deuxième série de thématiques, c'est la question des pensions alimentaires. En fait, encore aujourd'hui, il y a 30% des pensions alimentaires qui ne sont pas versées. J'avais entendu 50%, donc peut-être qu'on a réduit un peu ou on ne sait pas tout à fait. Il y a différentes séries de chiffres, on ne sait pas exactement... Je sais pas. C'est déjà beaucoup trop. 30%. C'est déjà beaucoup trop 30%. Et voilà, c'est entre 30 et 50. Et puis il y a aussi d'autres séries de sujets. En fait, il y a le fait que les femmes sont moins formées à la capitalisation, à l'épargne, au fait d'avoir un patrimoine, alors que les hommes le sont plus socialement. Et du coup, bien souvent, quand il y a une séparation, je schématise évidemment, chaque situation est particulière, mais bien souvent, on a d'un côté madame qui a ralenti sa carrière pour les enfants et qui se retrouve seule avec ses enfants et avec des difficultés à gérer sa carrière professionnelle et qui n'a pas constitué de patrimoine. Et de l'autre côté, monsieur qui continue sa carrière professionnelle, qui a moins de charges d'enfants parce qu'il ne les a pas la semaine et du coup, il peut travailler plus, et qui en plus a constitué un patrimoine. Et qui... dans 30% des cas, pour avoir un chiffre un peu conservateur, ne paye pas la pension. Donc évidemment, je schématise, c'est des gros câbles, chaque situation... C'est déjà horrible. Rien que tout ce que tu dis, c'est déjà horrible, je trouve. Mais en fait, c'est des situations qui existent et qui existent vraiment. Il y a d'autres situations où la séparation appauvrit aussi monsieur, parce que le fait de payer une pension va l'empêcher de refaire sa vie, etc.
Bon, les statistiques prouvent que c'est plutôt la situation inverse qui est plus présente. Je crois que c'est depuis le 1er janvier 2022, normalement, 2023, la pension alimentaire passe via la CAF. Parce qu'avant, c'était pas le cas. Donc, logiquement, pour qu'il n'y ait pas cette fraude-là et qu'on ne puisse pas ne pas payer la pension alimentaire, homme ou femme, comment ça se fait qu'avant, c'est pas quelque chose qui est prélevé sur un impôt ou qui est comme à la source du salaire, comme on fait avec les impôts, en fait? Alors, il y a des possibilités de mettre ça en place. Alors, ce dont tu parles, ça s'appelle l'intermédiation financière de la CAF pour les pensions alimentaires. C'est une mesure qui est très récente. Oui, je crois que c'est le 1er janvier 2023. Et qui n'a pas encore été... donc, on n'a pas de recul encore sur cette mesure et sur à quel point ça va être efficace. Quand j'en parle à mes anciens confrères, on attend de voir. C'est ça que je peux dire. Après, prélever sur le salaire, faire des saisies, etc., c'est ce qui s'appelle des exécutions forcées. C'est possible. Mais ça demande de saisir un huissier, parfois de saisir un juge pour mettre en place ces mesures-là. Et donc, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, ou parfois il faut avancer les frais avant d'être remboursé. On peut aussi, quand une pension alimentaire n'est pas versée, porter plainte, parce que le fait de ne pas payer une pension alimentaire, c'est une infraction pénale. Ça s'appelle un abandon de famille. Mais pareil, c'est des procédures qui sont longues, qui sont coûteuses en argent, mais aussi en stress, en énergie, etc. Et puis ça, c'est un truc auquel j'assiste beaucoup, c'est que, et c'est le cœur de pourquoi j'ai voulu monter cette appli, c'est que très souvent, et il y a aussi un truc genré là-dedans, pardon, mais c'est la vérité, très souvent le seul fait de prendre des renseignements sur ses droits pour une femme est considéré par l'autre comme déjà une déclaration de guerre. Le seul fait d'aller voir un avocat, même si c'est pas pour déclencher une procédure, d'aller voir une association, d'aller juste prendre des renseignements sur ses droits, le seul fait, c'est souvent considéré comme une déclaration de guerre. Parce qu'il y a une espèce de fantasmagorie autour de la famille, du couple, de on s'aime et donc ça va marcher, donc on n'a pas besoin d'avoir un avocat, ni un contrat de mariage, ni un notaire, on n'a pas besoin d'aller chercher savoir, d'aller fouiller ces questions, de savoir à quoi on a le droit. Donc si on y va, c'est donc qu'on veut déclarer la guerre. Et donc, bien souvent, il y a plein de freins chez les femmes que j'accompagne et aussi chez les hommes. Mais il y a quand même une tendance sur le seul fait d'aller se renseigner sur ses droits. Et donc, passer de ça à déclencher une procédure, obtenir la fixation d'une pension alimentaire, faire face au système judiciaire, dépenser du temps, de l'argent, des jours de congé pour aller à une audience, obtenir un jugement qui fixe un mode de garde et une pension alimentaire, elle n'est pas versée, et ensuite retourner chez un huissier, etc. En fait, bien souvent, on arrive à épuisement des ressources qu'on a pour mener ce combat-là. Et donc, on préfère abandonner son droit, son dû, et pas pour nous, pour les enfants, au final. Les femmes préfèrent, enfin, les femmes, on caricature, mais parce que c'est les chiffres ont une tendance à montrer que ce sont les femmes, plutôt que de se battre contre un système qui est mal fait, parce que c'est ce que tu dis, t'as abandonné ta carrière finalement parce que tu voulais plus te battre contre ce système je voulais trouver d'autres moyens de soutenir, voilà. Tu voulais soutenir autrement. Alors si on prend le cas, parce qu'évidemment quand ça se passe bien dans une séparation, mais qu'on prend juste conseil et qu'on essaie de faire au mieux ensemble en étant une équipe parentale, vous êtes là pour apporter du soutien et des réponses, c'est plutôt simple, on va dire, et c'est le plus sain, mais c'est pas la majorité des cas. Il y a beaucoup d'émotions dans une séparation. Quand il y a un gros conflit entre les parents, qu'est-ce que vous faites en premier? Alors, déjà, une des démarches qui est très importante, c'est d'essayer de comprendre comment fonctionne notre équipe parentale, de se poser et de réfléchir là-dessus. Et c'est la première chose qu'on fait. Quand on parle d'équipe parentale, il y a des recherches américaines et au Québec qui ont analysé l'équipe parentale et qui ont dégagé 4 dimensions de l'équipe parentale. Donc il y a la première dimension, ça s'appelle accord et désaccord sur les questions éducatives, c'est la faculté de se mettre d'accord ou non, d'avoir des valeurs communes pour l'éducation. La deuxième dimension, c'est la division du travail, à quel point le travail pour les enfants, les tâches sont réparties de manière équitable. Ça ne veut pas dire égalitaire, parce qu'il y a des familles dans lesquelles ce n'est pas égalitaire, et c'est OK, et tout le monde est OK avec ça, mais équitable. La troisième dimension, c'est la valorisation ou la dévalorisation du travail de l'autre parent. On parle parfois de soutien ou de sabotage, c'est-à-dire à quel point on a le sentiment d'être soutenu par l'autre ou d'être saboté par l'autre. Est-ce qu'on valorise l'autre parent et sa contribution dans l'éducation des enfants, ou est-ce qu'on ne la valorise pas? Et à l'inverse, est-ce qu'on se sent valorisé? Et la quatrième
dimension, c'est la communication et la gestion des interactions familiales. Est-ce qu'on arrive à se parler ? Est-ce qu'on arrive à être ensemble devant les enfants ? Et est-ce que ça ne fasse pas systématiquement des étincelles, etc. Et c'est ces 4 dimensions-là qu'on peut fouiller, analyser. Il y a un travail que j'aime bien faire, c'est de poser 10 questions. Je les pose. Vas-y, je t'en prie, on écoute. Ceux qui écoutent, alors que vous soyez en couple, pas en couple, avec des beaux-parents, avec des coparents, qu'est-ce que soient les membres de cette équipe parentale, est-ce qu'ils ont des droits juridiques ou pas, peu importe. Une équipe, c'est une équipe et elle peut être composée de 2, 3, 4 personnes. Et on pose ces 10 questions-là. Et à la fin, on voit le nombre de oui et de non qu'on a. Donc, est-ce que j'ai une visibilité sur l'organisation des prochaines semaines ? Est-ce que les tâches sont partagées de manière équitable entre nous ? C'est effectivement très subjectif, mais il faut répondre rapidement. La première réponse qui vient. Est-ce qu'on se transmet facilement les informations à propos des enfants ? Est-ce que notre organisation est flexible en cas d'imprévu ? Est-ce que je peux me reposer sur l'autre en cas d'imprévu ou en cas de besoin ? Lui demander de l'aide, lui dire je ne peux pas être à la sortie de l'école, est-ce que tu peux le faire ? Est-ce que j'ai le sentiment d'avoir des valeurs éducatives communes avec l'autre ? Est-ce qu'on a un canal de communication fluide, apaisé avec l'autre parent ? 8e question, est-ce qu'on parvient à maintenir un climat calme autour des enfants quand on se croise ? 9e question, est-ce que j'arrive à valoriser la place de l'autre parent et le rôle de l'autre parent près de mon enfant ? Et 10e question, est-ce que je me sens valorisée par l'autre parent ? Alors, si vous répondez 10 oui, bravo, c'est formidable. Tu sais quoi, je suis en train de me dire, je viens de répondre 10 oui. C'est vrai ? Ouais, je suis très fière de ça. Bravo. Et alors, bravo, c'est hyper bien, hyper positif. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler l'équipe parentale. Clairement pas, mais ça donne des bases. Mais ça donne des bases. Oui. Donc, si on répond 10 oui, franchement... On part bien. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler le sujet, mais en tout cas, voilà, déjà, ça rassure un petit peu. Même pour nos enfants, de se dire que voilà, il y a une base qui est là, qui est calme. Il y a une base qui est là, qui est calme. Si on répond 10 non, il faut se faire aider par des professionnels. Voilà. Et même si on répond que oui, non, en fait. Plus il y a de non, et plus c'est important d'aller chercher l'aide de professionnels. Est-ce que c'est un psy ? Est-ce que c'est une assistante sociale ? Est-ce que c'est une médiatrice ? Est-ce que c'est team parent ? Est-ce que c'est un avocat ? Est-ce que c'est la police ? Parce qu'il y a des violences. C'est à vous de le déterminer en fonction de votre situation précise. Mais c'est important de ne pas rester seul avec ces questions-là. Déjà, même quand il y a 10 oui, ça vaut le coup de se faire aider par des professionnels. Alors quand il y a 10 non, encore plus. Donc c'est juste, ça te donne une base déjà. Donc quand tu reçois les parents... Tu sais à peu près où t'en es, quoi. Tu sais à peu près où t'en es. Ensuite, il y a un autre exercice que je fais avec les parents, qui est l'exercice du feu rouge. Ouh, vas-y. Alors, je dessine un gros feu rouge, donc rouge, orange, vert, et j'en donne un à chaque parent. Et chaque parent doit, alors soit en séance ensemble, soit chacun chez soi, et donc je vous invite à prendre une feuille et à dessiner 3 grands ronds, un rouge, un orange, un vert. Et vous allez écrire des choses dedans, qui sont des sujets éducatifs que vous avez avec vos enfants. Donc, dans le vert, il y a les sujets éducatifs qui se passent bien, qui roulent, qui vous apportent de la joie, qui fonctionnent bien avec l'autre parent. Et il faut en marquer. Trouvez-en. Vous allez voir ce qu'il y aura dans le orange, par exemple. Si vous n'arrivez pas à trouver de choses dans le vert, prenez un truc qui est dans le orange et renversez-le et trouvez l'aspect positif de ce truc orange et écrivez des choses dans le vert. Vous allez trouver forcément quelque chose dans le vert. Donc ça, c'est le vert. Les trucs qui vont bien, qui roulent, qui vous apportent de la joie, du bien-être ou qui apportent de la joie et du bien-être à vos enfants. Dans le orange, c'est ce qui est insatisfaisant ou inconfortable. C'est ce qui grince un peu dans le quotidien. C'est ce qui vous gêne, mais qui n'est pas d'une extrême gravité. C'est ce qui vous gêne, ce qui vous pose problème. Et dans le rouge, voilà, vous avez bien compris, dans le rouge, c'est ce qui est vraiment problématique. C'est ce qu'il faut régler urgemment, parce que ça pose problème pour vous, pour votre santé, pour votre bien-être ou pour celle des enfants. Il est possible, et parfois il y a énormément de choses, et on a tendance à tout mettre dans le rouge. Alors s'il y a énormément de choses, faites le tri, et mettez 3 ou 4 choses dans le rouge, et le reste dans le orange. Parce qu'en fait, on ne peut pas traiter, quand il y a beaucoup de sujets, on ne peut pas traiter tous les sujets, on ne peut pas mener tous les combats d'un seul coup. Donc il faut hiérarchiser ce qui est le plus important. Il faut hiérarchiser ce qui est soit le plus important, soit le plus urgent. Ok.
Par exemple, un parent qui laisse seul des enfants beaucoup trop jeunes à la maison et ça vous pose problème, ça vous angoisse et ça pose des questions de sécurité, peut-être que ça va aller dans le rouge. Un parent qui va coucher les enfants un peu trop tard parce que ça manque de structure et puis il y a un peu d'excitation le soir. Si c'est pas trop grave et que ça met pas en péril la scolarité, peut-être que ça va plutôt dans le orange. En fait, c'est relativement aux sujets les plus graves que vous allez trier ce qui va dans le rouge et ce qui va dans le orange. Et après, c'est en fonction de vos critères à vous. J'ai le souvenir d'une maman que j'accompagnais en tant qu'avocate, donc dans un conflit assez aigu autour de la parentalité, et qui me disait non mais vous vous rendez compte, il fait de l'orange pressé à nos enfants le matin. Et donc, j'ai eu Ça, c'était rouge pour elle. Je savais pas comment prendre cette information, sachant que moi, j'ai la flemme de faire de l'orange pressé à mes enfants, genre jamais, donc je n'en fais pas. Et donc, je disais, et pourquoi c'est un problème ? Et elle m'explique qu'elle a une formation en nutrition et qu'en fait, pour des enfants très jeunes, c'est pas bien. J'ai fait un épisode là-dessus, c'est vrai que c'est pas bien. Que c'est pas bien, etc. Et donc, elle me disait qu'elle, alors c'était dans un cadre judiciaire, mais elle voulait que j'écrive ça dans les conclusions et que je le dise au juge comme exemple du fait que le père avait une parentalité inadaptée aux enfants. Et donc, j'avais fait cet exercice de relativiser en lui disant non, en fait, on peut pas dire ça peut pas être un argument devant le juge. Ce que vous mettez dans le rouge, c'est ce que vous pouvez dire au juge. Le juge d'orange, le juge, il n'a pas le temps pour ça. Peut-être que pour vous, c'est important et c'est grave, mais c'est plutôt du orange. C'est plutôt du orange. S'il n'y a rien d'autre de plus grave dans vos sujets, alors oui, ça va remonter dans le rouge. En l'occurrence, il y avait des choses plus graves dans ce dossier-là, mais s'il n'y a rien d'autre de plus grave que la nutrition du jus d'orange pressé le matin pour les enfants, oui, vous le mettez dans le rouge. Mais la plupart du temps, il y a quand même des choses plus graves. Donc ça, c'est un exercice que je fais souvent. Mais ça, on peut le faire même quand on est en couple, en fait. Ah bien sûr. Parce que ça permet de voir le curseur, de dire là, on n'est pas d'accord, là, on est d'accord, et merci pour ça. Oui, bien sûr. On peut le faire seul, pour soi-même. Mm-hmm. On peut le faire dans sa relation à l'autre parent, qu'on soit en couple, qu'on soit pas en couple. On peut le faire avec un beau-parent. Et on peut soit le faire seul dans son coin, et puis ça déclenche des réflexions, peut-être des actions, trouver des solutions, aller chercher de l'aide professionnelle, etc. Soit le faire à deux. Mais pour le faire à deux, il faut quand même que chacun le fasse seul dans son coin, et ensuite confronter les feux rouges. Et parfois, il peut y avoir les mêmes sujets dans le rouge, et parfois non. Et à ce moment-là, ça permet si on arrive à mettre en place une communication un peu saine, et parfois il faut de l'aide professionnelle pour cette communication, à ce moment-là, on peut trier les sujets et essayer de trouver des solutions. Et partager aussi le feu vert. Oui. Parce que c'est toujours très agréable d'entendre l'autre avoir de la reconnaissance pour ce qu'on fait. Exactement. Et c'est une des 4 dimensions de la coparentalité, c'est à quel point on valorise la contribution de l'autre pour l'éducation des enfants. Comment tu fais quand il y a un conflit parental installé qui est très fort, séparation ou pas d'ailleurs, mais bien sûr. Pour arriver à naviguer et trouver une solution là-dedans? Est-ce qu'il y a des outils que tu proposes? Oui, il y a plein d'outils. Alors déjà, il y a des... Aide-nous. Alors déjà, il y a plein d'outils professionnels et judiciaires. C'est-à-dire que... Alors, on parlait d'autorité parentale plus tôt. Dans l'autorité parentale, il faut distinguer... en fait, l'autorité parentale, pourquoi on utilise cette notion quand on se sépare ? Parce que quand on est parent, on co-gère un enfant, on est une équipe autour de l'enfant, que ce soit une équipe qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas, on est une équipe autour de l'enfant, et il faut prendre des décisions, des petites et des grandes. Et en droit, on parle d'actes graves et d'actes usuels. Les actes graves, c'est les actes importants qui vont être déterminants dans la vie de l'enfant. Et là, il faut l'accord des 2 parents. Par exemple, pour changer d'école à un enfant, il faut l'accord des 2 parents. On n'a pas le droit de le faire sans l'accord express de l'autre parent. Quand il y a autorité parentale commune. Quand il y a autorité parentale conjointe, oui, exactement. Et ensuite, il y a les actes usuels, qui sont les actes de la vie de tous les jours. Aller chez le pédiatre parce qu'on a un rhume, décider du menu, d'une activité le week-end, etc. On n'a pas besoin d'avoir le consentement de l'autre parent pour savoir si on fait des pâtes ou des brocolis. Et heureusement, parce que ça serait ingérable. Et donc, quand il y a un conflit très aigu, et qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, par exemple, sur le lieu où un enfant va vivre, sur dans quelle école il va être, etc., il y a des modalités pour essayer d'organiser, d'être soutenu dans la communication, avec la médiation familiale, avec des psychologues, etc. Et si ça ne marche pas, on peut saisir le juge. Moi, j'ai le souvenir d'un dossier où on avait, et d'ailleurs, il y a le témoignage de la maman sur Instagram, où on avait saisi le juge des affaires familiales pour une inscription en crèche,
Il refusait, j'ai lu ce témoignage. Voilà. Il s'opposait en permanence. Et en même temps, elle ne pouvait pas travailler. Elle ne pouvait pas travailler parce que... Et ça lui était reproché. Oui, exactement. Et donc, quand on arrive en tant qu'avocat avec un dossier de cette nature-là devant un juge en disant est-ce que vous pouvez aller à l'encontre de la décision du père pour... En gros, la justice vient remplacer l'autorité parentale conjointe qui ne fonctionne pas pour telle décision. Donc ça, c'est vraiment c'est le cas extrême. On espère, dans tous nos dossiers, on espère ne jamais aller jusque-là parce que c'est satisfaisant pour personne, en fait. L'enfant, il sent qu'il est dans un climat comme ça. Le parent qui a besoin d'aller saisir le juge pour inscrire ses enfants en crèche, franchement, c'est loin d'être satisfaisant. L'avocat, c'est pas du tout satisfaisant comme dossier. Franchement, c'est tellement aigu comme conflit que personne n'en tire de plaisir. Et le parent qui voit son pouvoir de décision supplanté par le juge, il n'est pas non plus content. Donc en fait, personne n'est content d'en arriver là. Donc il y a plein d'outils pour éviter d'en arriver là. Il y a des situations où il n'y a pas le choix. Ou alors parce que le conflit est trop aigu ou parce qu'on a une personnalité en face qui est trop toxique. Mais ça existe, faut le dire. Ça existe. Parce qu'on ne peut pas toujours trouver la solution pour qu'il y ait de la communication. Non, il y a aussi des personnes, c'est pas possible. Il y a des personnes, c'est pas possible. Et quand on est dans un conflit tellement aigu et tellement difficile, et parfois c'est une période, parfois c'est des personnalités qui sont tellement toxiques qu'en fait ça sera toute la vie, mais parfois c'est une période où en fait le mieux à faire, c'est de désimbriquer les vies des parents et d'avoir des parentalités en parallèle, en ayant le moins de contacts possible, le moins de décisions à prendre ensemble possible, pour éviter les occasions de conflit. C'est pas satisfaisant, c'est évidemment pas ce qu'on préfère comme schéma, mais parfois il n'y a pas le choix et c'est mieux ça que de se parler tous les jours, que de se croiser tous les jours et que d'avoir du conflit et souvent en présence des enfants tous les jours. Ça, c'est évidemment le cas un peu extrême, mais qui arrive quand même souvent. Et après, pour la plupart des familles, en fait, il y a des outils, notamment sur la communication, qui permettent de se parler et de prendre des décisions ensemble de manière un peu plus sereine que si on est juste brut avec ses émotions, son amour déchu, et puis les montagnes russes du couple qui sont présents en tête en permanence et qui sont difficiles, et qui sont à côté de la parentalité, mais qui infusent quand même tous nos échanges. Et ça, on peut cadrer la communication. Parce que le conseil que je donne, et comme quand on définit l'équipe parentale, c'est d'avoir une communication quasi professionnelle. C'est-à-dire de se parler comme entre collègues qu'on aime bien. Donc, c'est pas l'extrême, c'est-à-dire que moi j'ai vu dans certains dossiers des gens qui passent du couple et de la vie intime à « chère madame » cordialement. Donc non, ça c'est même limite ridicule et humiliant. Les gens qui font ça, ils font ça pour blesser. Non, mais avoir une communication qui est professionnaliser la communication entre parents. Donc premièrement, organiser les modalités de communication. C'est-à-dire, c'est la première décision à prendre. Comment on communique ? Comment on partage les documents ? Où est-ce qu'on communique ? Est-ce que c'est WhatsApp ? Est-ce que c'est par mail ? Est-ce qu'on se prévoit des réunions mensuelles pour parler des enfants ? Ou trimestrielles parce qu'en fait, on a besoin de pas trop se voir parce que c'est trop difficile. Mais en tout cas, le premier sujet, c'est d'organiser la communication parce que quand on vit ensemble dans la même maison, d'ailleurs, on devrait, mais on l'organise pas. Ça vient comme ça au quotidien en fonction du fil de la vie, quoi. Donc, vraiment organiser les modalités de la communication. Et deuxièmement, donner un espèce de ton professionnel. C'est-à-dire relire un mail et se dire est-ce que j'enverrai ça à mon collègue que j'aime bien. Ça permet de un peu refroidir les échanges et d'être dans un ton un peu cordial. Parce que ça reste le père ou la mère de nos enfants, de respect et de neutralité. Un autre type sur la communication, faire des demandes claires. Parce qu'on voit souvent, en fait, quand on est séparés, il y a 2 éducations en parallèle, on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté, on n'a pas une GoPro et puis une caméra de vidéosurveillance sur comment l'autre parent se comporte, etc. Et donc on peut développer des espèces de fantasmes sur ce qui se passe de l'autre côté, sur ce que l'autre parent dit, etc. Et donc, quand vous voulez quelque chose ou quand vous voulez savoir quelque chose, dites-le. Vraiment, simplement. Est-ce que je pourrais savoir ça ? Est-ce que tu es d'accord pour que ça ? Parce que l'autre, déjà quand on est en couple, on aimerait que l'autre devine ce qu'on veut, mais ça n'est pas possible, ça ne marche pas. Ah bon, mais c'est bizarre ça. Souvent, Comment ça ? Mais... Et ben quand on déjà est nous-mêmes, on a du mal à savoir. Déjà nous-mêmes, Et quand on est ensemble, l'autre, il peut encore moins deviner ce dont on a besoin et ce qu'on souhaite, etc. L'autre type, c'est de garder les conversations vraiment centrées sur les enfants. Et c'est... Quand on a besoin de parler du couple et des sentiments, de consacrer du temps à ça,
parce que parfois c'est nécessaire et qu'on en a besoin, soit pour se mettre ensemble, soit pour se reconstruire. Parfois on en a besoin et tant mieux. Mais quand on parle des enfants, on parle des enfants. Et on ne mélange pas les sujets et on va bien souvent... les sujets sur le couple, une fois qu'on est séparés, il y a ces questions-là un temps, et puis après ça s'arrête. Les enfants, ils sont là pour la vie, donc on a des décisions à prendre et des conversations à avoir sur les enfants toute la vie, et on ne peut pas ressortir l'ardoise à chaque fois qu'on parle des enfants, parce que ça vient biaiser la communication autour des enfants. Donc se recentrer sur les enfants, les besoins des enfants, et motiver toutes nos demandes autour des enfants. Et ne pas utiliser les enfants. Et ne pas utiliser les enfants. Ah, ça c'est très clair. Puis ça, pour le coup, il y a de la recherche là-dessus, sur le fait que les enfants messagers, les enfants dans le conflit de loyauté, c'est des choses qui les font souffrir. Et même si c'est des tendances qu'on peut avoir un peu naturellement, ça, c'est des choses qu'il faut combattre. Et pour le combattre, j'en reviens toujours à ça, mais il faut se faire aider, en fait. Il faut se faire soutenir émotionnellement, parce que la vie de couple, quand c'est difficile, ça peut complètement bouleverser et fragiliser, et la séparation aussi. Et donc, se faire aider soi, parce que quand on va bien... Quand on va mieux, quand on est soutenu, on gère mieux ses émotions et donc on gère mieux la communication avec l'autre. Donc ça, c'est sûr que c'est hyper important. Et puis après, quand il y a un sujet difficile qu'on n'arrive pas à dépasser parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, parce que là, la semaine dernière, il y avait un sujet d'un parent qui me disait « Il y a un spectacle de fin d'année, bientôt, qui tombe sur un jour de garde de l'autre parent et il ne veut pas que je vienne. » L'autre parent ne veut pas que je vienne parce que c'est son jour. Légalement, on a le droit. Légalement, le Code civil ne parle pas des spectacles de fin d'année. Légalement, il y a un jugement de divorce qui, effectivement, prévoit que le jeudi soir, l'enfant est avec tel parent. Et donc, l'autre parent n'a, en principe, pas le droit de voir l'enfant et de s'imposer dans la vie de l'enfant à cette date-là. Après, il n'est pas interdit d'être intelligent. Mais, manifestement... C'était un sujet névralgique où, évidemment, pour le parent, donc c'était une maman, mais j'ai vu l'inverse aussi, donc là, il n'y a pas de... Voilà. Pour cette maman qui ne pouvait pas aller au spectacle de fin d'année parce que le père, elle avait la crainte qu'il fasse une esclandre, etc. Pour elle, c'était une déchirure complète de ne pas pouvoir aller au spectacle de théâtre de son fils. Et donc, elle avait réagi de manière explosive, ce qui avait aggravé la situation globale, la communication avec le père, etc. Et donc, dans ce genre de cas, moi j'ai deux... Alors déjà, il y a toutes les histoires de communication non violente, je ne sais pas si... Cécile, CNV. Voilà. On peut se former en ligne. On peut se former en ligne. Après, il y a des formations courtes, des formations longues. On peut passer sa vie à se former là-dessus et à s'entraîner. C'est en fait une mécanique qui peut être intéressante, surtout dans ces cas-là. Parce que ça permet de replacer les choses. Donc, je réexplique rapidement. Donc, la communication non violente, elle se déroule en 4 étapes. Donc, la première étape, c'est l'observation. Donc, on fait venir l'autre à soi en énonçant des faits indiscutables. Des faits qu'on pourrait présenter à un juge ou à un policier, des faits indiscutables. Ensuite, donc l'autre vient à soi parce que c'est des faits qui sont indiscutables. Ensuite, on parle du sentiment que ça procure chez nous. Et ça, de la même manière, l'autre vient à nous parce que c'est indiscutable. Il ne peut pas challenger les sentiments. Mes sentiments, ils m'appartiennent, ils sont à moi, je sais ce que je ressens. Donc là, il n'y a pas de sujet. Ensuite, on expose le besoin qu'on a. Besoin de présence, de clarification, de visibilité, etc. Pareil, qu'il y a un besoin qui est indiscutable. On fait venir à l'autre à soi parce que mon besoin à moi, il ressort de plein de choses, de mon histoire, etc. C'est mon besoin, je sais de quoi j'ai besoin. Tu peux pas venir challenger de quoi j'ai besoin parce que c'est mon besoin. Toi, peut-être que tu as d'autres besoins, mais moi, ça, c'est mon besoin. Et enfin, la demande qui ressort de ce besoin, ce sentiment et ces faits qui sont indiscutables. Donc ça, c'est une manière d'amener l'autre à soi pour essayer de rationaliser la communication. Un autre tips, vraiment dans des situations où les communications sont vraiment très très dures entre parents, que je donne, qui est difficile à appliquer, parce que faut mettre son ego un petit peu de côté, mais que je trouve très intéressant, c'est de poser 5 questions avant de parler. Ok, vas-y. Eh bien, de lancer le sujet, de trouver un moyen pour lancer le sujet, et on pose 5 questions avant de dire quoi que ce soit nous-mêmes. Alors évidemment, les questions, elles vont être un peu orientées. L'objectif avec ces 5 questions, c'est d'aller fouiller. Il
Il y a un exercice en coaching qui est les 5 why. C'est-à-dire quand on... Pourquoi ? Oui, mais pourquoi ? Oui, mais pourquoi ? Quand on essaye de fouiller un sujet, on va dire 5 fois pourquoi pour essayer d'aller au plus profond d'un sujet. Et ça révèle pas mal de choses. C'est un exercice de coaching qui est vachement intéressant. Dans la communication à l'autre, quand on veut débloquer un sujet, c'est intéressant. Alors, c'est pas les 5 why, parce qu'on n'est pas le coach de son ex-conjoint ou de son coparent, mais c'est 5 questions qui permettent de forcer l'autre à approfondir le sujet. Et bien souvent, ces 5 questions l'amènent à voir notre point de vue. La plupart des gens sont dotés quand même d'un peu d'empathie. Et donc, une fois qu'ils ont vu notre point de vue, ils sont face à eux-mêmes, en fait. Face à eux-mêmes et à leur conscience et à ce qu'ils vont décider de faire ou de ne pas faire. Voilà. Et donc là, par exemple, c'est première question, est-ce que tu es d'accord pour que je vienne au spectacle ? Bon, voilà. Donc la réponse va être non. Ok, pourquoi ça te met mal à l'aise ? Donc il va y avoir une réponse là-dessus. Est-ce que tu sais ce que notre enfant en pense ? Donc ça le met face à... On ne dit pas nous. Julien m'a dit qu'il n'était pas d'accord. Non. On le met lui ou elle face à ce qu'il pense être la réaction de son enfant. Et 4e question, c'est un exemple, mais ça peut être autre chose. Et puis ça va dépendre aussi de vous, de votre capacité à débloquer ces 5 questions et de la personne qui est en face. Voilà, évidemment. 4e question, ça peut être comment tu te sentirais dans la situation inverse ? Si c'était mon jour où se déroulait le spectacle et que je te disais non, comment tu te sentirais ? Et 5e question, ça peut être comment tu proposes qu'on explique les choses à notre enfant, dans l'hypothèse où je ne viendrai pas au spectacle. Une fois qu'on a réussi... Alors, ce tips des 5 questions, il faut être en capacité de se retrouver dans une discussion où on a le temps de poser ces 5 questions. Et où on est apaisé un peu quand même, il y a un peu de calme. Où il y a un peu de calme. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un tips qui n'est pas toujours facile à mettre en œuvre, mais en fait que moi j'aime bien mettre en œuvre aussi, par exemple avec un enfant avec lequel on a une difficulté, dans le milieu du travail. En fait, bien souvent, poser 5 questions avant de parler, ça permet de désamorcer beaucoup de choses, déjà parce que soi-même on écoute et on comprend mieux l'autre, et même en posant des questions à l'autre, lui aussi, il se projette sur notre situation et il nous comprend mieux. Je ne sais pas si ça répondait à la question initiale. Non, mais si, c'est ça. C'était, tu mettais quoi en place ? T'avais quels outils dans le cas où il y a un très gros conflit parental et qu'est-ce qui marche ? Si on se positionne du point de vue de l'enfant, qu'est-ce qui prime pour le bien-être des enfants ? Alors, on en a parlé déjà un petit peu tout à l'heure, mais effectivement, il y a pas mal de recherches qui expliquent que c'est moins le divorce ou la séparation ou les aléas de la vie familiale qui portent préjudice à l'enfant que le haut niveau de conflit non résolu. Oui, parce que... Alors, c'est important ce que tu dis. Oui. Évidemment, il y a des conflits tous les jours. Évidemment, il y a des conflits. Cette façon de résoudre un conflit, de se reconnecter à l'autre en tant que parent et de modéliser, de montrer qu'on peut être en désaccord, mais on peut... trouver un conflit, on peut trouver un consensus, on peut... Et puis, qu'on s'aime ou qu'on s'aime plus d'ailleurs. Bien sûr, et le couple là a peu d'impact en fait. Montrer à un enfant qu'on a le droit de s'opposer avec quelque chose qui ne nous convient pas et qu'on peut trouver des solutions, c'est plutôt un bon modèle. C'est pas très grave que l'enfant y voit de temps en temps la voix qui hausse un peu, une petite dispute, etc. Quand c'est pas quelque chose de trop aigu et de non résolu. Parce que l'enfant, il a aussi le droit d'élever sa voix, de dire qu'il n'est pas d'accord, et on peut trouver des solutions. Et en fait, montrer que chez nous, c'est possible, eh ben, ça lui montre aussi que pour lui, c'est possible. C'est un peu... j'avais écrit un article là-dessus, sur la parentalité ou l'éducation positive. Dans ce qu'on entend beaucoup sur la parentalité positive, on parle beaucoup de la relation parent-enfant. Mais tous ces principes formidables sur la parentalité positive, si nos enfants, ils nous voient nous comporter de manière indigne entre parents, ça n'a aucune valeur à leurs yeux. En fait, si on fait manger bio à nos enfants, qu'on crie pas, qu'on est dans un climat apaisé, mais qu'entre parents, on se manque de respect, on valorise pas l'autre et on n'essaye pas de communiquer, on n'essaye pas de résoudre les conflits, en fait, l'enfant, il voit comment on se comporte entre adultes. Et on lui montre quelque chose, on laisse une trace. Et donc, ce qui est important pour l'enfant, c'est de voir des parents qui essayent d'aller bien, en tout cas qui font en sorte d'aller plutôt bien, et d'être face à des compétences de parents qui essayent de résoudre le conflit ou de limiter le conflit autour d'eux. Encore une fois, quand c'est pas possible de résoudre le conflit, parfois, c'est mieux d'avoir des parentalités en parallèle et de limiter les occasions, les imbrications des vies de parents
pendant un temps ou pour toujours, parce qu'on n'arrive pas à être ensemble dans une même pièce, à se parler sans que ça tourne au conflit, etc. Chaque situation est unique, en fait. Mais effectivement, l'enfant qui est au milieu du conflit, qui devient le messager, qui devient le conseiller ou le confident d'un parent, etc., il perd sa place d'enfant. Donc, autant que faire se peut, l'idée, c'est de maintenir l'enfant dans sa place d'enfant. Ouais, sinon, ça s'appelle la parentification. Ouais, la parentification. Exactement. Et il ne faut pas hésiter à se faire aider pour ça. Déjà, se faire aider soi, encore une fois, pour manager ses émotions, ses sentiments, aller bien. Et puis se faire aider en tant que famille ou en tant qu'équipe parentale, avec un avocat quand il y a besoin de la justice, des associations, la médiation familiale qui est très utile. Et puis, il y a plein d'acteurs différents. En fait, c'est comme quand on veut être en forme, on peut faire du yoga ou du karaté en fonction de qui on est et de ses besoins. Il y a des gens pour qui le karaté va être très adapté et d'autres le yoga. Et pour l'équipe parentale, c'est pareil. Il y a des gens qui vont se débrouiller très bien tout seuls. Il y a des gens qui vont avoir besoin d'aide professionnelle, mais en tout cas, faut pas. C'est quelque chose qui est très stigmatisé en France. Je trouve que c'est pas encore assez démocratisé de se faire aider déjà en tant que parent, mais en plus en tant que famille, en tant que couple, en tant que ex. Et donc, faut pas hésiter à faire ça pour nos enfants. Et c'est marrant parce que ce que tu dis, c'est que aux USA, il y a des coachs de divorce. Oui. Pas pour encourager le divorce, mais Non. pour que ça se passe bien et qui font le lien avec les avocats et qui se considèrent comme des professionnels de Bien la sûr. séparation, qui ont des vraies formations en communication non violente notamment. Et j'encourage, parce que j'ai lu un livre, moi, qui m'a vraiment marqué. Alors, il n'est pas traduit en français. Donc si vous êtes anglophone, n'hésitez pas à le lire. Ça s'appelle Moms Move On. Donc, les mères passent à autre chose. Ouais. Et elle, l'autrice est une coach de divorce. Et elle dit un truc qui m'a vraiment, vraiment marqué dans ce livre. Alors, évidemment, ça ne s'applique pas pour une personne toxique en face, je le dis. Mais elle dit une phrase. Elle dit « Aime tes enfants plus que tu détestes ton ex ». Et c'est vrai au final. Si la personne n'est pas toxique, n'est pas violente, vous met pas dans une posture de danger, évidemment. Bon, mais au final, ça reste que des conflits d'adultes que les enfants n'ont pas choisis. Et qu'est-ce qui est le plus important là-dedans ? C'est quand même nos enfants. Et c'est vrai que quand on prend cette perspective-là de dire aime tes enfants plus que tu ne détestes ton ex, ça me remet en fait la balance. C'est quoi le plus important ? Hop, on comprend mieux. Et la communication, elle change aussi quand Bien sûr. on change son point de vue là-dessus. Et puis ça nécessite un travail sur soi. Parfois, on veut pas céder. Beaucoup. Parfois, on veut pas céder sur quelque chose parce qu'on veut pas laisser l'autre gagner des points ou avoir redorer son ego. Et en fait, quand on est très, 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 très honnête avec soi-même, parfois, on se dit, peut-être que j'ai intérêt à lâcher là-dessus pour mes enfants. Ça ne veut pas dire que l'autre a gagné, puis ça ne veut rien dire gagner ou perdu, parce que de toute façon... Surtout pour des enfants. En fait, quand les enfants vont bien, tout le monde a gagné, exactement. Au final. Il y a un autre livre puis qui est pas mal sourcé par des études et tout. Alors, c'est en anglais aussi, mais ça s'appelle Putting Children First. Proven Parenting Strategy for Helping Children Thrive Through Divorce. Je parle très mal anglais. Thrive Through Divorce. De Pedro Carol, et qui parle de plein de choses, mais qui parle de l'équipe parentale, qui parle de l'impact du conflit sur les enfants, etc. Il y a des études là-dessus, sur les facteurs de risque et de protection, les facteurs familiaux, sur le développement et le bien-être des enfants. Parmi les facteurs de risque familiaux les plus massifs, il y a le conflit qui perdure entre les parents, et particulièrement quand il est violent, toxique, aigu et centré sur les enfants. Et à l'inverse, dans la colonne facteurs de protection familiaux, il y a une protection contre le conflit qui a lieu entre les parents, la coopération des parents dans l'exercice de leurs fonctions et des relations saines autour des enfants. Donc vraiment, j'insiste, mais la diminution du conflit autour des enfants, ça a un vrai impact sur eux. Et on peut tous agir là-dessus, qu'on soit en couple ou pas. Et quels que soient les parents, beaux-parents et adultes qui participent à cette équipe parentale. Simplement, pour les livres, on vous mettra les notes, les références dans les notes de l'épisode, donc n'hésitez pas. Et je sais que tu as d'autres livres à recommander en français, donc on les mettra aussi. Il y a Sabrina Denis-Deschamps, je vois, mais elle a participé au podcast en 2021, je crois. Je vous remettrai le nom de l'épisode. Elle est médiatrice familiale, et on avait parlé de ça, elle a écrit plusieurs livres sur il y en a un en particulier que je trouve assez accessible et vraiment très chouette, et qui, j'aime bien le titre, Rester parent après la séparation, les clés de la coparentalité positive.
Et ça reprend un peu ce que je disais, c'est-à-dire que appliquer les principes de la parentalité positive comme quand on se traite comme des chiffonniers entre parents, ça n'a pas de sens. Alors après, si on parle juste de la relation entre ex-parents, et surtout quand on s'entend bien, comment est-ce qu'on construit une relation différente entre les parents ? Comment en fait on met un cadre et des barrières quand on veut passer à autre chose, mais qu'on doit rester en contact parfois très rapproché. Au quotidien, quand on a des tout petits, par exemple. Comment est-ce qu'on arrive à faire ça, à bien cadrer ? Comment vous les accompagnez, les parents ? Alors, ça, c'est pas facile. Quand on veut de l'indépendance, en fait. Ouais, bien sûr. C'est pas facile et bien souvent, c'est lié à l'organisation de la séparation parce que, en fait, il y a une part importante des parents qui, après la séparation, est obligée de cohabiter ensemble pendant des mois et parfois des années pour des raisons financières. Cette question-là, c'est pas la même quand on cohabite ensemble parce qu'on a des problèmes d'argent, de recherche de logement. En ce moment, c'est difficile d'avoir un emprunt, de trouver un appartement, etc. On va traiter de cette question-là d'ailleurs sur notre compte Instagram, l'accès au logement pour les parents solos. C'est pas pareil de reposer des frontières relationnelles quand on est sous le même toit et quand c'est plus le cas. Donc, quand on est sous le même toit, encore une fois, c'est parfois difficile de poser ces frontières relationnelles et parfois on a besoin d'aide. Et la médiation familiale, parfois, c'est vraiment utile et intéressant pour ça. Et moi, ça fait partie aussi du travail que je fais avec les familles. Et en fait, c'est le même conseil que sur la communication, il faut professionnaliser. C'est-à-dire, il ne faut pas hésiter à fixer un planning, avoir un agenda commun, avoir un cahier de correspondance, il y a des applis qui existent pour organiser le planning des familles, la communication, etc. Il y a de plus en plus d'applis qui existent là-dessus. On pourra vous en citer plusieurs. Moi, j'en connais pas mal. Il y a plein d'outils différents. Alors, il y a des gens qui ne sont pas digitaux, ils sont plutôt un carnet de correspondance, etc. Mais encore une fois, alors déjà, la première chose, c'est que ça peut changer et que ça évolue. Parce que déjà, soi-même, on évolue dans la séparation, parfois de jour en jour, de semaine en semaine, et on a parfois besoin de plus d'indépendance et parfois moins. Et ça peut être une progression constante. Et donc, c'est pour ça qu'il faut se parler tout le temps et qu'il faut avoir une communication. Il faut se parler tout le temps, je me suis mal exprimée, mais avoir un canal de communication qui existe et qui a été organisé. Parce qu'on peut soi-même, au début, avoir besoin d'être très proche de l'autre parent, même si on a décidé de se séparer pour organiser les choses pour les enfants. Et puis d'un seul coup, en soi, on sent un truc qui s'accélère, où, ça y est, la décision est prise, donc j'ai besoin de plus d'air. Sauf que l'autre, il n'est pas dans notre tête et dans notre cœur, il ne le voit pas, cette accélération-là. Et donc, il faut pouvoir l'expliquer sans froisser les sentiments de l'autre. Et puis, parfois, on a envie de froisser les sentiments de l'autre, mais il faut se poser la question de savoir si c'est utile ou pas. Mais c'est pour ça que la communication, c'est quelque chose d'indispensable, parce qu'il faut pouvoir se dire ces choses-là. Se dire, ça y est, là, en ce moment, on a organisé le planning des enfants. Moi, maintenant, j'ai besoin d'air. Donc, j'ai besoin qu'on se parle moins. J'ai besoin qu'on se voit moins. Et c'est des choses qu'il faut se faire accompagner pour arriver à dire ces trucs-là. Parce que dire à l'autre parent de ses enfants ou à son ex, j'ai besoin de moins te voir, c'est une phrase qui paraît anodine, mais qui est pas facile à dire. J'ai besoin de moins te voir, j'ai besoin que tu sois moins dans ma vie, ou alors j'ai besoin qu'on se parle moins souvent, j'ai besoin que tu sois plus indépendant dans le fonctionnement quotidien des enfants quand tu les as avec toi, etc. Ça peut être très utile d'arriver à le dire, mais c'est pas évident. Et donc, c'est pour ça que ça peut être utile de se faire accompagner. Voilà, c'est toute une série de réponses, mais il y a des outils vraiment organisationnels bêtes, où plus on a de visibilité, plus on est organisé, et moins on va reposer sur la communication détail par détail de la vie quotidienne avec l'autre. Donc, plus on va être organisé, moins on aura besoin de communiquer, et plus on pourra communiquer si on en a envie. Et ensuite, il y a vraiment poser des frontières relationnelles et de communication. Et ça demande beaucoup de force et souvent beaucoup d'accompagnement. Et dans le cas de figure, maintenant, si on continue d'avancer dans l'histoire d'une famille, d'un couple, où on doit intégrer un autre parent, donc beau-parent ou belle-mère, beau-père, avec les enfants et donc l'ex-partenaire, comment est-ce qu'on gère au mieux ? Est-ce qu'il y a une recette miracle? Est-ce qu'il y a quelque chose à suivre ou encore une fois, c'est très personnel? Alors, il n'y a pas de recette miracle, étonnamment. C'est dommage. C'est bizarre, dans la parentalité. En parentalité, il y a rarement de recette miracle. On nous a menti. ou si on vous dit qu'il y a une recette miracle, méfiez-vous.
Alors, déjà, un tout petit point juridique, je vais refaire mon avocate, mais ce qui est important de comprendre, c'est que en droit français, il ne peut, en principe, y avoir que 2 parents pour un enfant. Juridiquement. Ça peut être un papa et une maman, 2 papas, 2 mamans, mais aujourd'hui, un enfant ne peut avoir de filiation établie qu'avec 2 parents. Il y a des cas exceptionnels où il peut y avoir d'autres liens juridiques qui vont être rajoutés en plus des 2 parents. Mais la plupart du temps, il y a de liens juridiques qu'avec 2 parents. Donc, dans la plupart des cas, le beau-parent ou le beau-père ou la belle-mère n'a pas de lien juridique avec l'enfant. Donc déjà, la première chose, c'est que la question qu'il faut se poser, c'est quels sont les droits de ce beau-parent ? Est-ce que, très concrètement, il peut aller chercher les enfants à l'école ? Est-ce qu'il peut partir en week-end ? Est-ce qu'il peut organiser une activité avec les enfants, etc. Et c'est à qui de répondre à cette question ? C'est à son conjoint. L'autre parent n'a pas tellement son mot à dire. En réalité, disons que madame refait sa vie avec un conjoint, le papa, il n'a pas son mot à dire pour savoir si le nouveau beau-papa va venir chercher les enfants à l'école ou pas, peut les emmener au cinéma, peut partir avec eux en vacances, etc. Il n'a pas son mot à dire. Il n'a pas son mot à dire jusqu'à une situation qui peut être un peu extrême, c'est si ce beau-parent, il présente un danger pour les enfants. Là, évidemment, il y a une question qui ressort de l'intérêt de l'enfant et de la protection de l'enfant, où le papa, il a le droit de dire stop, de saisir un juge et d'essayer de protéger ses enfants. Mais en dehors de ça, en fait, dans ce cas de figure, la maman, elle a le droit de confier ses enfants, elle a le droit de faire intervenir d'autres adultes. Mais ça peut être le beau-père, mais ça peut être les grands-parents, ça peut être un oncle ou une tante, ça peut être sa meilleure amie, ça peut être un proche. Elle a le droit de faire intervenir les adultes qu'elle veut pour l'aider dans l'éducation des enfants ou pour même le faire à sa place dans certaines situations qui ne mettent pas en danger des enfants. Donc ça, c'est déjà le premier cadre juridique, parce que souvent, c'est des questions qui viennent. C'est-à-dire, moi, je veux pas que la nouvelle nana de mon mec vienne chercher les enfants à l'école. En fait, vous y pouvez rien. Il a le droit d'autoriser la babysitter, la grand-mère, la nounou, sa nouvelle nana à venir chercher les enfants à l'école. Un ami, son nouveau mec. Je veux dire, il a le droit de faire ce qu'il veut tant que ça met pas en danger les enfants. Soit parce que la personne est dangereuse, soit parce que le parent est tellement abandonnique que en fait ça pose problème. Voilà. Donc ça c'est la première question. Ensuite, quand on se remet en couple après une séparation, oui effectivement c'est très compliqué parce que il y a un nouvel adulte qui va venir s'intégrer dans la vie des enfants, qui va venir de facto prendre des décisions liées à l'éducation, même des mini-décisions. À quelle heure on se couche, est-ce qu'on regarde un film, qu'est-ce qu'on fait à manger, des mini décisions, même imperceptibles dans le quotidien des enfants. Et donc ce nouvel adulte, il va avoir un impact sur la vie des enfants. Et c'est aux parents qui s'est remis en couple que revient la responsabilité de fixer ces limites-là. En premier, parce que c'est lui qui, dans son nouveau couple, ce parent va fixer les limites relationnelles, qui va décider à quel moment même il présente la personne aux enfants, à quel moment ils vivent ensemble, et donc ils vivent avec les enfants, et quel planning ils organisent autour de ça. Donc effectivement, il n'y a pas de recette magique. La communication au sein du nouveau couple, c'est quelque chose de très important, parce que encore plus, parce que quand on cohabite avec des enfants qui ne sont pas les siens, déjà, la parentalité, c'est compliqué, mais quand on cohabite avec des enfants qui ne sont pas les siens, ça peut être encore plus compliqué. Donc voilà, c'est beaucoup de communication, se faire aider dans cette communication quand il y a besoin, intégrer l'autre parent le plus possible dans cette nouvelle donne, parce que le parent qui ne s'est pas remis en couple, ou peut-être si, mais le parent qui assiste à son ex qui se remet en couple et un nouvel adulte qui débarque dans la vie de ses enfants, ça peut créer énormément d'inquiétude, ça peut le mettre en danger, où il peut se sentir mis en danger, parce que la crainte classique d'être remplacé ou d'avoir d'autres valeurs éducatives qui vont être transmises aux enfants, etc. Et donc, essayer de ménager un petit peu tout le monde. Alors, évidemment, ça devient un peu tentaculaire. Il faut ménager son nouveau conjoint, soi-même, les enfants, son ex, la compagne ou le compagnon de son ex. C'est des données compliquées à intégrer. Mais les 3 conseils principaux que je peux donner, c'est 1, prendre son temps. Prendre son temps avant de présenter quelqu'un aux enfants.
en parler à l'autre parent avant de le faire, lorsque c'est possible, et prendre son temps avant de vivre avec quelqu'un de nouveau. Laisser les enfants digérer chaque étape de la séparation. Donc ça, c'est le premier conseil, vraiment prendre son temps. Ça ne veut pas dire pas le faire, ça ne veut pas dire culpabiliser de faire, etc. Mais ça veut dire ne pas se précipiter, parce qu'il y a des conséquences sur les enfants. La deuxième chose, c'est essayer de communiquer avec tous les acteurs de la question. Et la dernière chose, se faire aider, encore une fois. J'ai l'impression de le dire souvent. Mais vraiment, peut-être qu'on a une recette magique. La recette magique, c'est de pas rester seul avec ces questions-là, en fait. Parce que d'où ce podcast, notamment. Si vous avez exactement. Non, et puis c'est très bien qu'il y ait de plus en plus de ressources, parce que ça vulgarise en fait le seul fait de demander du soutien, de demander de l'aide, parce que c'est pas facile. Et puis, bon, mine de rien, tu as parlé des chiffres tout à l'heure, il y a quand même des millions de gens qui vivent séparés avec des enfants, donc ça touche pas une minorité, ça touche beaucoup de gens qui se posent des questions, ou qui envisagent de se séparer, mais ne savent pas trop pour le bien des enfants. Toujours cette même question, est-ce qu'il faut rester pour les enfants ou pas? Voilà, d'après tes études, c'est pas une question d'être ensemble ou pas, au final, c'est le niveau de conflit. Donc, ça peut au moins c'est multifactoriel, mais effectivement, oui. Mais déjà, c'est une J'avais lu une étude. Alors, je vais vous parler de 2 études. Une étude canadienne qui comparait, c'est un mémoire de doctorat, qui comparait plein de recherches sur les modes de garde et les enfants issus de familles ensemble et pas ensemble, et qui sortait de ces situations comparées, toutes choses également par ailleurs, que en fait, c'est le conflit qui est un des facteurs de risque le plus important. Et une deuxième étude, qui était une étude, il me semble, j'ai pas retrouvé les sources pour aujourd'hui, mais je vais la retrouver et peut-être vous la mettre en lien. C'était une étude sur le système immunitaire. En fait, on a inoculé le rhume à des adultes et ils ont tiré comme conclusion que les adultes qui, dans leur enfance, avaient vécu dans un milieu très conflictuel ou violent, avaient un système immunitaire moins performant. Donc, voilà. Et je trouve que quand on explique ça aux parents, et quand le moteur, c'est le bien-être de leurs enfants, souvent, c'est une bonne motivation quand même pour essayer de gérer le conflit et de même travailler sur soi quand on a quelqu'un de compliqué en face. Alors, on arrive à la fin, on a fait 1h20. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter, qui était important dont on n'a pas parlé ? J'ai rien en tête, mais à part encore une fois, n'hésitez pas à vous documenter, vous faire aider, vous faire soutenir. La parentalité, c'est compliqué, et la parentalité avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'il y a deux faces à la médaille. C'est-à-dire que quand on est une équipe parentale fonctionnelle, on peut avoir tellement de soutien de l'autre parent, qu'on soit ensemble ou pas ensemble, en fait. Et l'équipe parentale, ça peut être en soi un soutien, une force, un facteur d'égalité femmes-hommes. Parce que quand on a une équipe parentale qui fonctionne, on fonctionne mieux aussi dans sa vie professionnelle. Et donc, il ne faut pas hésiter à se faire aider pour construire ou reconstruire cette équipe parentale, pour nos enfants, parce que c'est important pour eux, mais aussi pour nous, parce qu'en fait, ça peut être vraiment quelque chose qui aide d'avoir un vrai copartner dans la parentalité. On a compris l'entente, la bonne communication, et se faire aider. Merci beaucoup, Noémie. Merci à toi. Toutes tes précisions. Si vous avez envie d'en savoir plus, il y a ton compte Instagram, Team Parents, et il y a aussi l'application qui est gratuite et qu'on peut télécharger. Merci à toi. Merci beaucoup. C'était Noémie Kenkin-Sonigo, avocate en droit des familles et fondatrice de l'application Team Parents. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Surtout que selon Spotify, la matrescence fait partie des 1% des podcasts les plus partagés au monde, et notamment via WhatsApp. Alors un très 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 grand merci à vous. Continuez de faire passer le message de la matrescence autour de vous. Si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur l'application où vous écoutez le podcast et vous abonner. Vous pouvez également aider ce podcast à se développer en allant sur www.patreon.com/Clémentine Sarlat, ou si vous cherchez un épisode en particulier, ça y est, ils sont tous sur le site, vous pouvez aller sur www.lamatrescence.fr. Merci d'avoir écouté, à la semaine prochaine, prenez soin de vous.